Bonjour à tous. Nous allons démarrer le webinaire. Donc, nous vous remercions de votre présence à tous à quelques jours de cette fin d'année qui est si spéciale, donc 2020. Donc, nous achevons notre programme de webinaire de l'année avec vous pour vous parler de stratégie immobilière. Donc, le 8 octobre dernier, nous vous avions déjà invité à suivre un webinaire sur la même thématique autour du sujet des impacts de la crise sanitaire sur les stratégies immobilières. Aujourd'hui, nous aborderons ce sujet avec une autre question, qui est celle qui apparaît sur votre écran, qui est transcender le bureau, coworking, télétravail, real estate as a service, comment structurer une stratégie immobilière hybride composée d'espaces de travail distribués. Autrement dit, pourquoi et comment intégrer les nouvelles formes d'immobilier dans la construction d'une stratégie immobilière. Donc, pour ce faire, Rabi Kassem, directeur de projet au sein de l'activité Conseil d'Arpas Trans, prendra la parole avec 3 invités que je vous présenterai tout à l'heure. Next slide. Donc notre programme de l'année de webinaire, il a été riche pour cette année 2020. Nous avons transformé notre habitude de faire des petits déjeuners dans nos locaux et nous le regrettons un petit peu, même si les outils digitaux nous ont permis de garder un contact avec vous pour partager nos réflexions et nos convictions autour de la mission que nous nous sommes donnée chez Arpas Trans, qui est d'accompagner les transformations de l'immobilier autour de 4 axes que sont la durabilité, le bâtiment durable autour des transformations associées à la transition environnementale et adaptation au changement climatique, autour du sujet de la santé et du bien-être par l'immobilier, autour des transformations digitales et de la biodiversité et de la biophilie, qui sont 4 axes fondateurs de nos actions chez nos clients dans le secteur public ou dans le secteur privé à des échelles variées qui sont l'échelle du quartier, du territoire, de l'immobilier, du bâtiment et des aménagements intérieurs. Next slide. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent, ou pour mémoire, pour ceux qui nous connaissent déjà très bien, et on vous remercie de votre fidélité à nos webinaires, l'activité d'Arpas Trans pour accomplir cette mission d'accompagnement des transformations de l'immobilier s'organise au cours de 4 pôles d'activité. Donc l'activité conseil et innovation qui prendra la parole donc aujourd'hui, l'activité bâtiment responsable dans lequel on développe des stratégies et des projets économes en ressources, faiblement émetteurs en carbone, résilients face aux effets du changement climatique et qui promeuvent des impacts positifs de l'immobilier. Une troisième activité qui est la biodiversité et la biophilie, qui travaille à la protection du vivant et à la capitalisation sur ses apports pour une ville désirable et vivable. Et enfin, la quatrième activité qui est le design et l'aménagement intérieur pour concevoir et mettre en œuvre des espaces qui concourent à la qualité de vie des collaborateurs et à la performance des organisations qui réalisent leur métier en écho à la culture de l'entreprise occupante. Donc, ces 4 pôles d'activité sont réalisés au travers d'une équipe d'architectes d'intérieur, d'ingénieurs, d'urbanistes et d'autres, d'écologues et d'autres profils qui sont regroupés dans nos locaux aujourd'hui devenus Fujito, comme pour tout le monde, et qui regroupent aujourd'hui 90 collaborateurs. Je vais faire un focus très rapide, l'objectif étant de céder la parole à Rabi et à nos 3 invités autour de l'activité conseil qui prend aujourd'hui la parole et qui développe pour ses clients privés et publics 4 grands piliers d'offres que sont 1, la définition, la conception et la mise en œuvre de stratégies et de schémas directeurs immobiliers qui vont de la stratégie de parc jusqu'à la mise en place de chartes immobilières, qui travaille sur les nouveaux concepts d'espace et la programmation de bâtiments, sur les sujets d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de conduite de projet jusqu'au PMO. Et enfin, le 4e pilier, qui est le pilier digital et cybersécurité, qui vont de la définition de stratégie digitale jusqu'à la réalisation de stratégies de data et de cybersécurité. L'activité conseil est aussi celle qui développe l'accélérateur de start-up IMOEL, dont on a créé avec Impulse Partner il y a maintenant 6 ans, qui regroupe 25 partenaires et qui accélère plus de 130 start-up autour du sujet du bien-être et de la santé par l'immobilier et qui, vous verrez, est un sujet qu'on abordera aussi au cours du webinaire et qui est pour nous un vecteur d'innovation tant sur les aspects de service que sur les aspects de solutions techniques au service de la qualité de vie dans les bâtiments.
Avant de céder la parole, on a toujours plaisir à rappeler que Harpastrans est une société qui est certifiée Bicorp et que cette certification Bicorp, elle assoit la contribution que nous voulons avoir positive sur le marché de l'immobilier, tant d'un point de vue environnemental que d'un point de vue sociétal. Et que ça se transforme pour nous via des actions que nous menons soit en interne, soit vis-à-vis de nos clients, et qui reste pour nous un élément fondateur pour pouvoir poursuivre notre mission de transformation de l'immobilier. Autour de Rabi, 3 personnes prendront la parole. Donc, nous avons eu à cœur de vous apporter autour de ce webinaire à la fois notre vision et nos éléments méthodologiques par rapport à la stratégie immobilière, mais aussi d'apporter des éclairages et des éléments complémentaires autour de Timothée Kellard, directeur associé d'Ecodev, Clément Alteresco, fondateur et CEO de Morning Coworking, et Christophe Cotte, fondateur de Adopte un bureau, qui viendront compléter nos propos et nos éclairages pour vous apporter une vision la plus globale possible de comment aborder cette problématique de la stratégie immobilière hybride pour répondre aux enjeux nouveaux que sont les enjeux du travail et les enjeux des collaborateurs qui occupent les bureaux dans des formes maintenant très variées, puisque ça va jusque nos chez nous. Et donc, ces quatre hommes vont prendre la parole. Donc, nous avons une vision qui est une vision qui va être partagée avec vous jusqu'à midi 10. On essaiera de tenir au maximum midi, même si le programme est très chargé. J'ai 2 éléments à vous préciser, c'est que le webinaire est enregistré, ce qui permet de le revoir. Et d'ailleurs, vous pouvez revoir les autres webinaires que nous avons faits sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Internet. Et le deuxième sujet de logistique, il est autour des questions et des réponses qu'on vous apportera. Vous avez un module questions-réponses sur Zoom qu'on vous invite à utiliser. Nous ne répondrons pas forcément par écrit à ces questions, mais nous aurons une session de questions-réponses à la fin du webinaire que nous vous proposons entre midi moins 10 et midi 10. Je vais céder la parole à Rabi pour qu'il démarre le webinaire. Je vous souhaite à tous un agréable moment autour de ce temps d'échange et ce temps de présentation du webinaire sur les stratégies immobilières. Merci. Merci, Gwenaëlle. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc chez Harpastrans, nous accompagnons depuis plusieurs années maintenant les entreprises, les collectivités, ensemble les organisations, pour élaborer leur stratégie immobilière. Nous accompagnons aussi bien des grands occupants, des propriétaires, bailleurs par exemple. Et tout ce travail qui a été fait au long des années nous permet aujourd'hui d'avoir une réflexion autour de ce que nous appelons la stratégie immobilière hybride. Et nous avons choisi de partager avec vous, dans le cadre de ce webinaire, 2 questions principales. D'abord, pourquoi adopter une stratégie hybride, immobilière hybride, en essayant de partir des constats actuels, mais aussi de définir ce que nous entendons par les espaces hybrides, comprendre aussi les évolutions qui nous ont conduit quelque part à penser sa stratégie, et aussi quelles sont les conditions de réussite de cette stratégie. Deuxième question, c'est donner des éléments de méthodologie. Pour nous, avoir une méthode claire, structurée, est une condition principale de réussite d'une stratégie. C'est la capacité de l'organisation, de chacun, à préparer cette transformation et surtout à accompagner ce changement qui en découle. Donc, on va aller à la slide suivante. Pour commencer, un petit retour sur des constats. Aujourd'hui, la crise sanitaire, le Covid-19, on le sait, on est revenu suffisamment régulièrement dessus sur les profondes mutations que cela a engendré sur nos modes de travail, sur notre approche à nos espaces de travail. Nous avons choisi de faire un focus sur peut-être 3 informations qui nous paraissent importantes et qui montrent toute la pertinence de la question de la stratégie immobilière. Première information, c'est le télétravail qui est réellement aujourd'hui installé dans la culture des salariés, dans beaucoup d'entreprises, dans une grande majorité des entreprises, et surtout pour les collaborateurs, les salariés qui ont
eu à pratiquer le télétravail, 91% de ces salariés-là souhaitent le maintenir, avec bien sûr une alternance entre travail à la maison, travail au bureau, voire un travail ailleurs, on va le voir. Mais aujourd'hui, il y a une confirmation de cette question du maintien du télétravail et de l'installation de la culture du télétravail dans les organisations. Deuxième information, ce que nous appelons les limites du télétravail. D'abord, il faut avoir quand même une vision, il faut relativiser sa vision pour voir qu'en fonction des contextes géographiques, urbains, par exemple, si on prend l'exemple français, c'est avant tout, par exemple, une spécialité d'Île-de-France. Quand on dézoome, on regarde un peu plus à l'échelle des régions, on voit que c'est beaucoup moins pratiqué. Donc, c'est une spécialité parce que ça va dépendre aussi de plein de facteurs, on le sait déjà. Mais aussi, quand on va creuser un peu plus auprès de ces télétravailleurs, aujourd'hui, il y a des limites au télétravail. Ce sont des gènes, par exemple, qui sont exprimés par les collaborateurs par rapport à des questions d'isolement, par rapport à des questions d'équipement, d'ergonomie du poste, du dérangement qui peut en découler. Donc, on voit très bien que malgré l'installation de la culture du télétravail, il y a aujourd'hui des limites, qu'elles soient géographiques, mais aussi de contexte et de manière de faire. Donc, cette approche, elle est très importante parce que cette orientation va devoir être re-questionnée, réfléchie pour essayer de minimiser ces facteurs de gêne qui sont exprimés. La troisième information est celle de la volonté, en tout cas, ou du désir des télétravailleurs d'être ailleurs que chez eux ou qu'au bureau. Aujourd'hui, 28% des salariés qui envisagent en tout cas qui font du télétravail, envisagent de le faire dans un espace de coworking. On n'est plus dans la binarité du chez-soi et du bureau. On va chercher des nouveaux espaces et 48% des entreprises souhaitent déployer ce qu'on appelle des espaces de coworking ou de corpo-working. On va passer à la slide suivante. Ça n'apparaît pas chez moi. Une fois on a dressé, on va dire, ce tableau, il nous semble important pour pouvoir réinventer sa stratégie, c'est de s'appuyer sur ce que nous appelons une diversité d'espaces et sur une catégorie que nous appelons les tiers-lieux. La définition d'un tiers-lieu pour nous, c'est avant tout un espace où il y a donc une communauté qui se forme et qui est en capacité de partager quelque chose au sein de cet espace-là. Dans cette notion de tiers-lieu, il y a effectivement des notions de coworking, mais il y a une diversité d'espaces. Donc, nous avons identifié, on va dire, les espaces traditionnels de travail, et notamment du travail tertiaire, le coworking, le campus, les hackerspaces, par exemple, pour des équipes très orientées informatique, innovation, recherche et développement. Pour autant, il y a d'autres espaces qui, eux, vont être plus orientés création, qui vont être plutôt des lieux de fabrication, comme par exemple les friches culturelles, les Fab Labs, les repères cafés. Et ce qu'on essaye de montrer aujourd'hui, c'est que cette question de l'hybridation des lieux va passer par une très grande diversité d'espaces, des espaces peut-être parfois plus traditionnels et d'autres qui aujourd'hui se présentent à nous et qui se montrent et qui s'avèrent être très pertinents également dans cette stratégie globale. Si on passe à la slide suivante, on a parlé de diversité d'espace, mais il faut également réfléchir à la diversité des profils. C'est une composante essentielle quand on commence à réfléchir à sa stratégie. On ne va pas lister tous les profils aujourd'hui parce que ça va être dépendant de chaque organisation, de chaque contexte. Mais par contre, nous avons des axes de caractérisation ou de qualification de ces profils-là. Nous en identifions deux principaux. Le premier étant celui de la dépendance ou l'indépendance au lieu de travail. On a donné par exemple quatre exemples. Le commercial qui, lui, on peut imaginer qu'il a une très forte indépendance au lieu de travail parce que de par son métier, il est dans un nomadisme un peu permanent et donc exprime moins cette dépendance au lieu de travail. Ou on peut aller jusqu'au travailleur manuel ou le technicien dont le travail va dépendre principalement de l'espace dans lequel il est. Donc, il y a vraiment un curseur, il y a une gradation dans la dépendance ou l'indépendance au lieu de travail. Le deuxième axe de caractérisation, c'est celui aussi de l'indépendance à l'équipe. Il y a les travailleurs qu'on qualifie de solistes, qui n'ont pas besoin de travailler en équipe parce que leur métier se fait, en tout cas, leurs interventions se font dans un cadre assez isolé. Et
en fonction des différents exemples que nous vous donnons. Un manager, par exemple, lui, il a une forte dépendance à son équipe parce que quelque part, c'est un manager parce qu'il a une équipe autour de lui et qu'il est capable de la manager. Ou le team builder, dont l'existence même dépend de sa capacité à communiquer, à animer l'équipe et être au sein de l'équipe. En fonction de ces deux axes de caractérisation, on va pouvoir définir des trajectoires qui vont être construites à la fois sur de la capacité de chacun d'aller vers tel ou tel espace, mais aussi sur son envie, sur son désir. Et c'est effectivement ce croisement entre la capacité et l'envie avec les profils qui sont identifiés qui vont nous permettre de mettre le curseur là où il faut. Slide suivante. Pour réfléchir cette stratégie, nous sommes partis quand même d'une dynamique ou d'une conception qui a évolué avec le temps. Très longtemps, les entreprises se sont organisées autour de leur métier principal. Un métier correspondait à un lieu et c'était la destination principale. L'usine était l'usine, finalement, le côté bureau était beaucoup moins présent. C'est-à-dire l'espace tertiaire était purement tertiaire et les services n'y apparaissaient pas. Avec le temps, il a fallu une optimisation principalement financière, c'était un peu l'axe principal, et on est allé vers une question de réduction des surfaces, une question de mutualisation, et on est arrivé à un concept que nous avons appelé « une entreprise est un lieu ». Cette question de l'entreprise est un lieu, c'était aussi une volonté de vouloir répondre à un maximum de fonctions, à un maximum de services au sein d'un même bâtiment. Un bâtiment d'une entreprise était organisé où chaque service y trouvait ses espaces, mais on y mettait également des espaces communs, des fonctions communes comme la restauration, la reprographie, les services techniques. La tendance actuelle, et depuis quelques années qui se profile, mais qui aujourd'hui se confirme, c'est on va aller vers une autre approche qui est celle plutôt un profil usager, c'est plusieurs lieux de réponse, c'est plusieurs manières d'y répondre. On va plutôt s'intéresser à chaque usage et chaque usage va y trouver plusieurs façons d'y répondre. On a le bâtiment central historique, le siège par exemple, il y a le télétravail où on a très vite, on l'a souvent cantonné par exemple au domicile, mais aujourd'hui on y répond par des espaces de coworking. Il y a la possibilité de travailler chez les clients et donc il y a aussi tous les espaces par exemple off-grid, c'est-à-dire ce sont des espaces sur lesquels l'employeur aujourd'hui n'a pas de maîtrise, n'a pas de mainmise, par exemple quand on est dans le transport, quand on est dans la maison secondaire, quand on est dans un espace café. Donc chaque usage, il va falloir imaginer plusieurs manières d'y répondre et il faut pouvoir l'intégrer. Même si on a une maîtrise moindre sur ces espaces-là, il faut être en capacité de l'intégrer dans cette stratégie, dans cette vision globale que nous avons. Si on passe à la slide suivante, donc aujourd'hui, nous définissons par exemple le siège, le bâtiment central, on parle de parc immobilier, on parle d'un réseau d'espaces complémentaires, on parle des espaces de travail chez soi. Il faut essayer de re-questionner chaque espace et se demander où est-ce qu'on va pouvoir mettre le curseur à chaque fois. Pour le siège, faut-il le conserver ? Pourquoi? Comment on peut ramener les équipes, par exemple, au siège? Quelle est la valeur qu'on va pouvoir aussi y donner? Sur l'ensemble du parc, être en capacité de connaître les points forts et les points faibles de chaque actif. Quelle flexibilité nous avons? Mais aussi, sur ces nouveaux espaces aujourd'hui qui apparaissent, comment sélectionner les offres nécessaires, comment maintenir une identité d'entreprise alors que finalement on a une très grande diversité d'espaces et d'implantations géographiques. Et quand on va réfléchir sur les espaces de télétravail ou sur ces espaces off-grid, les questions qui se posent, c'est quels outils sont mis en place, comment s'assurer du bien-être, de l'ergonomie, comment continuer à faire communauté alors qu'on est complètement alors qu'on n'a pas du tout de maîtrise. Si on passe à la slide suivante, donc pour pouvoir répondre à tout cela,
il faut pouvoir questionner cette stratégie immobilière et surtout, nous, ce qu'on propose, c'est de prendre de la hauteur et c'est de dire, quelle que soit la stratégie, la question de l'optimisation, elle est essentielle. On y répond toujours, elle est de l'ordre de l'optimisation financière et ça, on ne va pas revenir dessus. Pour nous, c'est un acquis, c'est quelque part un fil conducteur, mais pour autant, il faut avoir des valeurs et sur ces valeurs-là, c'est ce qui va nous permettre de prendre de la hauteur et d'élever quelque part sa stratégie. Les valeurs aujourd'hui, que nous défendons, c'est toujours d'avoir une approche qui soit centrée sur les utilisateurs et les communautés. C'est de toujours se poser la question de comment je réponds à des enjeux qui sont ceux de la santé, ceux du confort, ceux du bien-être des membres de ces organisations-là. C'est la question aussi de la résilience, comment penser aux besoins actuels mais aussi besoins futurs, tout en disant de quelle manière je peux être en capacité de répondre à ces changements d'usage qui arrivent, à des changements de contexte parfois très brutaux, mais aussi par exemple aux changements climatiques. Et la dernière approche, la dernière valeur que nous défendons dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie immobilière, c'est l'inclusif. Il faut pouvoir penser inclusif à chaque fois qu'on réfléchit la diversité des solutions. C'est ce qui va nous permettre d'être plus performants et d'associer absolument tout le monde et de ne laisser personne au bord de la route. Si on passe à la slide suivante, on a vu, donc, il y a des profils, il y a une diversité de réponses, il y a des valeurs, mais il y a aussi des échelles. C'est très important de pouvoir réfléchir sa stratégie immobilière hybride à plusieurs échelles et à plusieurs dimensions. Les échelles, nous identifions par exemple l'échelle de l'individu, la communauté et l'organisation, mais aussi dans la manière dont on va répondre sur le volet immobilier, il y a l'échelle du parc. On va voir l'échelle du parc n'est pas qu'une question de grands occupants de plusieurs implantations. Même aujourd'hui, une PME, voire à une implantation unique, elle doit être en capacité de réfléchir en logique de parc. Il y a l'échelle de l'immeuble, il y a même l'échelle de l'espace lui-même, de la table de cuisine où je travaille, par exemple, quand je suis en télétravail. Tout ça va nous permettre de réfléchir ce que nous appelons le mix immobilier avec cette diversité de solutions pour y répondre. Si on passe à la slide suivante, on a vu donc dans quelle manière on est en capacité de réfléchir sa stratégie. Aujourd'hui, nous, on défend le fait d'avoir une méthode qui soit structurée. C'est un travail de longue haleine. Ça demande du temps, de l'énergie, une capacité d'analyse et aussi de projection. Pour pouvoir le faire, chez ARP, nous avons eu l'occasion d'accompagner à plusieurs reprises ces organisations-là. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus par l'importance de mettre en place une méthode qui soit structurée, que ce soit en termes de phasage, mais aussi en termes d'acteurs et de gouvernance, mais également avec des outils qui permettent l'expérimentation, le déploiement et également l'évaluation. Donc, 4 phases principales, une phase de cadrage et de diagnostic, c'est ce que nous appelons le connaître et analyser, une phase plus prospective de réflexion et de fabrication que nous appelons l'imaginer et le projeter, une troisième phase d'expérimentation et de déploiement. On les met ensemble parce que pour nous, l'expérimentation, c'est le début de déploiement. Ce sont des déploiements à un périmètre plus limité. Et une dernière phase d'évaluation et de réévaluation. Être en capacité à chaque fois de questionner et de se re-questionner pour pouvoir apporter les corrections nécessaires est une force et il faut absolument y consacrer le temps et les moyens nécessaires. Sur cette méthode-là, nous allons donc faire plutôt un zoom sur ce qu'on appelle le connaître et analyser. Aujourd'hui, nous identifions 4 axes d'exploration qui vont nous permettre de connaître et d'explorer toutes les données et toutes les envies et les aspirations qui vont nous permettre d'imaginer sa stratégie. Il y a la stratégie d'entreprise globale, qu'elle soit financière, économique, de croissance, RSE, environnementale. Il y a également l'audit du parc immobilier, connaître son parc et savoir quelles sont ses forces, ses faiblesses, c'est un peu notre point de départ. Absolument l'exploration de tous les modes de travail de l'organisation, de l'entreprise, des modes de management, mais aussi prendre en compte les aspirations des collaborateurs. Et enfin, et dès le départ, se mettre en capacité de détecter et de comprendre les opportunités qui se présentent, qu'elles soient immobilières, qu'elles soient de transformation. Sur la slide suivante, on ne va pas aller en détail. Aujourd'hui, nous avons identifié énormément, une grande liste de critères à questionner
par axe d'exploration. Pour la stratégie d'entreprise, ça va être des sujets comme la croissance, comme la volonté de visibilité, comme les ambitions patrimoniales. Si on passe sur une autre slide, par exemple, sur les études d'opportunité, ça va être le marché immobilier local, ça va être les synergies, ça va être la capacité d'investissement de l'entreprise. Donc, à chaque fois, ces critères-là, nous en avons, pour les avoir explorés dans le cadre de travail qui a déjà été fait, mais qu'il faut être en capacité d'adapter à chaque contexte, à chaque entreprise. Si on voit sur d'autres slides, par exemple, sur l'audit du parc, là, on va retrouver des indicateurs très classiques comme les taux d'occupation, comme l'état de conservation du parc. On va essayer de questionner, par exemple, le niveau d'évolutivité de ce parc-là, sa capacité d'adaptation au changement climatique. Si on va sur la slide d'après, quand on va questionner le mode de travail, on va s'interroger sur les modes de management, sur le recours actuel au télétravail et les transformations à venir, mais aussi sur des indicateurs comme le niveau de satisfaction qui est celui des collaborateurs aujourd'hui par rapport aux espaces et aux outils qui sont en place. Donc, une fois nous avons questionné, on a fait un travail assez détaillé, on va dire, de tous ces axes d'exploration. Il s'agit de croiser nos 4 axes, qui sont la stratégie globale d'entreprise, les opportunités, les modes de travail et l'audit du parc, pour créer ce que nous appelons, nous, le mix immobilier, avec toujours une vision globale qui est celle de parc, et on insiste là-dessus, c'est-à-dire même pour une petite entreprise qui se considère par exemple à mono-implantation, d'être en capacité de réfléchir à l'échelle d'un parc, pour nous, est essentiel. On retrouve à chaque fois les 3 échelles qui sont l'individu, la communauté et l'organisation. On retrouve la diversité des espaces, le siège historique, le coworking. On va avoir des actions globales à l'échelle du parc, mais des actions spécifiques site par site. Les actions spécifiques site par site vont par exemple être, les leviers d'action vont être l'immobilier, le space planning des aménagements, les modes de travail, le RH, les mobilités, et on va en parler tout à l'heure, et les services. Et si on va à la slide suivante, les 2 dernières phases, ce sont l'expérimentation et le déploiement. Donc là-dessus, dans un premier temps, expérimenter, on l'a dit, c'est très important. On va jouer sur des sujets liés à la mobilité, sur le mobilier, sur le space planning. On va identifier comme ça des briques opérationnelles. Ensuite viendra le déploiement, et là, c'est la gestion un peu en mode portefeuille de projet et la capacité dans le temps de pouvoir le généraliser. Et enfin, ce qu'on a dit au départ, c'est cette capacité d'évaluer avec aujourd'hui des outils qu'on met en place qui vont être de mesures, par exemple, de taux d'occupation ou de niveau de satisfaction. Ça va être des sondages, ça va être de suivi RH. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de dire que tout ça, ça s'accompagne, tout ça, ça s'organise. Nous, chez ARP, mais il y a d'autres acteurs qui ont cette capacité à mettre en place ces outils sur les sujets qui sont identifiés. Et c'est ce qui nous a amené de partager ce webinaire avec d'autres acteurs aujourd'hui, et notamment les 3 intervenants, nos 3 invités qui arrivent par la suite. Donc, si on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. On va donner la parole donc à 3 invités différents, avec notamment Timothée Kellar de chez Ecodev, pour partager avec vous cette composante essentielle qui est la mobilité, qu'on va retrouver sur le diagnostic, mais également dans l'imaginer projeté et dans le déploiement. Avec Clément Alterescos sur Morning Coworking, et notamment par rapport à leur offre de coworking avec des espaces assez variés, et surtout sur la capacité qu'on trouve très pertinente d'aller chez l'entreprise et l'aider à valoriser ses propres espaces. Et enfin, avec Christophe Cotte, pour Adopte un bureau, avec des solutions assez intéressantes pour que l'aménagement et le mobilier ne soient plus un frein à l'agilité, à la flexibilité, qu'on a plébiscité tout au long de ce début de webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Timothée. Désolé si j'ai été un peu long. Merci, Rabi. Merci Rabi. Merci Gwenaëlle aussi, et ainsi que Catherine, qui est cachée, là, qu'on ne voit pas, mais qui nous a, on va dire, invité. Alors, ça va être assez rapide. Bon, moi, j'ai l'objectif de traiter le sujet de la stratégie immobilière, mais avec un angle mobilité. Alors, c'est un sujet à part entière, et là, j'ai que 10 minutes, donc ça va aller très, très vite. Donc, j'espère que ça ne va pas être trop difficile et audible. On peut passer, du coup, je vais passer très vite au départ sur les slides pour me présenter. Donc, moi, je suis Timothée Kellar, cofondateur d'Ecodev. Ça fait 11 ans qu'on accompagne les organisations publics-privés sur leur stratégie RSE, donc développement durable, et tous les sujets socio-environnementaux associés.
avec une nouvelle raison d'être qui est de éveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. On peut passer complètement indépendant avec différents métiers, donc des métiers de conseil à la fois stratégiques, volontaires, réglementaires, voire on va dire même très ambitieuses pour certains, avec aussi le sujet des mesures d'impact, quelles sont les conséquences de ces stratégies, de ces actions. On travaille aussi beaucoup sur les AMO de déploiement, la gestion de projet, le déploiement opérationnel, les éléments de langage ou la communication associée, puisque tous ces sujets font appel quand même à des évolutions cognitives ou des changements de comportement qui sont difficiles. Et donc, effectivement, bravo à Arpastrans d'ailleurs d'intégrer ce sujet des profils qui est essentiel dans les changements de comportement. Et on a différents pôles, dont un dédié à la mobilité durable. C'est bon, on peut y aller. Alors, les chiffres clés étaient importants puisque toute personne qui travaille sur les changements de comportement vont vous dire la base, c'est de bien comprendre l'état initial et de l'accepter. Donc, en fait, 3/4 des Français aujourd'hui se déplacent en voiture seule pour aller au travail. Il y a une vraie différence entre la région Île-de-France, Paris, les grosses agglomérations et les zones urbaines, enfin moins urbaines, on va dire rurales, parce qu'on a vraiment une différence de pratique et d'usage, et d'offres aussi. Mais on va dire qu'en moyenne, 74% des Français se déplacent seuls en voiture, ça représente à peu près un tiers de leur empreinte environnementale. Si vous ajoutez le coût de l'immobilier au niveau environnemental, vous êtes à plus de 50% de l'empreinte des Français. Donc, on va dire que rien que l'immobilier et le déplacement, c'est déjà la grande majorité de notre empreinte environnementale. Titre de comparaison, les accords du GIEC ou les accords de Paris, enfin, en tout cas, les rapports du GIEC et les accords de Paris nous disent qu'il faudrait arriver à 2 tonnes pour respecter nos sujets de trajectoire 2 degrés. Donc, rien que la mobilité explose nos compteurs. C'est le premier facteur de stress des Franciliens en termes de déplacement, et puis ça ne s'est pas amélioré avec la situation sanitaire actuelle. C'est 10 heures de déplacement, donc une activité à part entière, donc 50% de ces temps, on va dire, sont consacrés au trajet domicile-travail. Si vous faites un peu de sport ou du footing, 10 heures par semaine, ça commence à être intensif, donc on voit que c'est une activité vraiment sur laquelle on a des gains et des potentiels énormes. Et surtout, quand vous regardez les chiffres et vous faites un peu de dichotomie sur ces distances, 75% des trajets de moins de 5 km sont faits en voiture seule. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, prendre une voiture d'une tonne 2 pour aller chercher quelque chose ou se déplacer à moins de 5 km, on n'a pas des alternatives comme le vélo, la marche à pied, la trottinette? Enfin, bien évidemment que si, et qu'on ait co-bénéfices énormes. Et pour rester quand même pragmatique, c'est la deuxième source de dépenses des ménages. Le premier, c'est le logement. Donc, si on fait encore la somme du logement et de la mobilité, c'est beaucoup d'enjeux. On peut passer. La réalité finalement de la mobilité aujourd'hui, on la voit, c'est beaucoup ça, c'est des horaires de pointe où on a une saturation à l'accès des transports, on va dire des parkings ou de l'accès des parkings, c'est de l'embouteillage, c'est du parking sauvage, enfin on peut passer, parce que j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut quand même être assez conscient que c'est irrationnel aujourd'hui la mobilité pour beaucoup de cas. J'ai pris des exemples de parking à vélo qui ne le sont pas. Les racks, là, par exemple, c'est une photo réelle qu'on trouve sur la région des Hauts-de-Seine, où vous avez des racks pour pouvoir passer son vélo, mais qui ne sont pas adaptés trop proches de la rampe, et du coup, les pédales percutent chacun des pieds. Ça peut paraître débile, ce que je suis en train de vous dire, mais ça montre bien à quel point l'immobilier, l'urbanisme n'a pas aujourd'hui intégré un certain nombre d'usages, et on est encore dans une réflexion tout voiture, qui est finalement, d'ailleurs, d'après le contexte réglementaire, quelque chose qui va évoluer fortement. On peut passer. J'ai mis d'autres exemples, la saturation des transports en commun hors Covid et même maintenant à certains horaires de pointe, mais qui du coup amène une insatisfaction. On peut passer. Ou sur le sujet des trottinettes, par exemple, et des nouveaux modes dans les zones urbaines qui sont arrivés. Voilà. On voit bien qu'on a un problème structurel, on amène quelques trottinettes sur l'espace public, ça crée des polémiques, et pourtant, c'est des usages qu'il faudra compléter, accepter et intégrer dans sa stratégie de gestion de biens. On peut passer. On a des contraintes légales, de toute manière, qui poussent l'immobilier à intégrer ces sujets, le borne de recharge, stationnement vélo, enfin, je passe, elles sont assez anciennes, mais elles se sont renforcées. On peut passer le slide suivant. Elles se sont renforcées avec la loi d'orientation des mobilités qui intègre justement un certain nombre de pourcentages, de ratios au mètre carré, de quantité, on va dire, et d'évolution. Et je vais prendre un zoom, c'est les ZFE, les zones à faible émission. Vous avez aujourd'hui 311 agglomérations qui sont lancées dans la dynamique. Toutes les villes où les agglos de plus de 100 000 habitants sont obligées de rentrer dans le mécanisme. C'est quoi? C'est limiter l'accès dans les centres-villes ou dans certaines zones fortement polluées. L'Europe en avait plus de 230 au total. Il n'y en avait que 2 en France. Donc ça fait des années que l'Europe nous tanne finalement pour intégrer ces réflexions. Ça va amener des conséquences de limiter, interdire l'accès à certains véhicules ou des péages urbains avec le sujet des critères vignettes, etc. Et ça va changer pour l'immobilier parce que y a des endroits où on va plus pouvoir y accéder comme aujourd'hui, tout simplement. Donc on peut passer.
On a monté effectivement dans cette réflexion, on voit bien que c'est des sujets juridiques, légaux, changement de comportement, enfin voilà, on a monté ce qu'on a appelé un écosystème d'acteurs sur le sujet de la mobilité. On peut passer très rapidement, dont les objectifs c'est d'approprier le sujet de la management de la mobilité. Donc, je crois beaucoup, moi, on a un métier qui n'existe pas. Aujourd'hui, c'est éclaté entre RH pour les transports en commun, par exemple, ou les indemnités, la RSE, le développement durable sur le sujet du vélo, par exemple, ou le service immobilier ou services généraux pour la flotte auto, les infrastructures associées. Tout ça doit être consolidé pour avoir un monitoring centralisé et comprendre qu'aujourd'hui, les flux de déplacement et la mobilité sont à remettre en cause, d'ailleurs, pour un certain nombre, et on le voit qu'aujourd'hui, ils sont remis en cause et ça peut fonctionner. Alors, bien évidemment, la situation actuelle n'est pas tenable sur la durée, on est des animaux sociaux, on a besoin de se revoir, etc. Mais on voit bien que les discours qu'on pouvait avoir en amont sur plus de télétravail, plus de pratiques éco-responsables et changer les habitudes étaient considérés comme infaisables ou impossibles et possibles. Donc l'idée, c'est d'accompagner les changements, de valoriser les actions et avoir quand même cette trame de fond qui est la sobriété ou le sujet de l'innovation associée responsable. On peut passer. Voilà, on a un certain nombre de faits, d'outils. Je passe, on fait beaucoup également de webinars pour amener ce changement. Et il y a aussi des actualités. Barbara Pompili l'a annoncé il y a 15 jours. Donc, il y a un label Pro Vélo pour les sites, donc pour les employeurs qui ont des sites fictifs, enfin réels, quoi, sur comment accompagner le sujet du vélo. Et là, il y a une cinquantaine d'indicateurs qui vont bien de l'infrastructure, la sécurité, l'exemplarité ou les indemnités. Donc, on voit que c'est un sujet assez large et que l'immobilier a sa carte à jouer dans ces réflexions. On peut passer. Il y a des acteurs, voilà, on est financé par des employeurs, des solutions, et puis on a un certain nombre de parties prenantes. On peut passer, parce que du coup, on va essayer d'aller à l'essentiel. Il nous reste 3 minutes. Voilà, alors l'immobilier aujourd'hui et la mobilité, souvent la mobilité c'est se déplacer, l'immobilier ça reste, on va dire, ancré sur un sol qui est peu mobile, on va dire, mais on a des initiatives et historiquement l'immobilier prend en compte les critères d'esthétisme, de vue, éventuellement s'il y a des axes routiers, transports en commun, et c'était voilà, les paramètres qui étaient intégrés dans la réflexion de stratégie immobilière et des ratios qui aidaient à ce qu'on valorise un peu mieux le prix au mètre carré. Il y a des architectes qui se lancent aujourd'hui dans la construction d'immeubles qui vont avoir on va dire, des interactions avec la mobilité. J'ai pris cet exemple d'un immeuble sur la 6 qui freine la pollution de l'air, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on pourrait se dire un des critères de sélection de mon bien, c'est est-ce que je suis dans un écosystème pollué, est-ce que je suis dans un écosystème sain, et est-ce qu'un prix au mètre carré à Paris avec la qualité de l'air qu'on a va continuer sur le long terme, et est-ce qu'il vaut mieux pas acheter ou investir dans l'immobilier dans des zones où la qualité de l'air est meilleure, par exemple. On peut passer, le slide suivant. Merci. Il y a des architectes qui intègrent, par exemple, des abris de bus dans la construction immobilière, chauffés, etc., pour vraiment s'assurer que finalement, on ait les différentes offres associées à l'usage. On peut passer, là, c'est des exemples pour montrer que la mobilité est déjà intégrée dans l'immobilier, mais qu'il faut aller plus loin. Pareil sur le sujet des parkings vélos, où on voit qu'il y a un certain nombre d'aménagements. On peut passer également. Il y a le sujet des parkings dynamiques et de la mutualisation. Bon. Mais tout ça, c'est beau, mais ça ne prend pas en compte un point qui est de changer les habitudes et les comportements. Ça nécessite d'avoir et de comprendre que les profils et les usages s'accompagnent en termes de changement et que rendre visibles les choses, c'est bien, mais il faut accompagner cette pratique et tout le monde ne sera pas en capacité de le faire au même niveau en fonction de sa maturité. Donc, on peut passer. Parce que j'aimerais bien aller, il me reste 1 minute 10 a priori, à un point qui est important, c'est comment travailler sur le sujet. Donc là, on voit qu'on a lancé une offre et on a eu beaucoup d'accompagnement lié au déconfinement, c'était le vélo explose, le télétravail aussi, il faut décaler les horaires de pointe pour éviter que les gens soient dans les transports en commun tout ce moment. Comment on fait? Il faut déjà obtenir des données qualitatives et quantitatives sur finalement je peux comprendre qu'il y a un certain volume, mais est-ce que ce volume, par exemple, d'usagers du vélo est tenable sur la durée? Est-ce que je vais pouvoir, du coup, comprendre finalement, et ça, c'est la deuxième étape, les potentiels en intégrant ces données quantitatives et qualitatives. Il faut les croiser, parce que dire il y a X personnes qui sont à moins de 5 km, ça permet de faire du vélo. Non, ce n'est pas suffisant. Il peut y avoir des profils qui physiquement ne sont pas en capacité, il peut y avoir des ruptures de pistes cyclables. Donc il faut croiser les données avec une évaluation du potentiel via des enquêtes, des questionnaires, ce genre de choses, et définir du coup une politique adaptée et pertinente finalement au regard de la situation. Ça paraît évident de le dire, hein. Mais aujourd'hui, quel employeur et quelle foncière a bien intégré ces critères dans son monitoring? J'en connais pas beaucoup, voire quasiment aucune. Souvent on nous dit, mais qui est le meilleur? En fait, il y en a un qui est très bon dans le vélo, l'autre qui est très bon sur le télétravail, l'autre qui est très bon sur l'autopartage, mais en fait, la somme de tout ça
Voilà. Et les chiffres démontrent. Encore une fois, 74% des gens se déplacent seuls pour aller au bureau en voiture. On peut passer, j'aurais quasiment fini, je suis à 10 minutes, donc je vais tenir. L'usage du vélo explose. Donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui qu'on a avec les foncières et les propriétaires et les locataires ou les occupants. Comment j'assume ce pic de charge qui va durer? Il y a une stratégie nationale, 9% à 12% d'usagers du vélo d'ici 2024 ou 2030. Il y a des budgets, il y a des infrastructures qui arrivent. Elles ne vont pas disparaître. Pas toutes en tout cas. Donc 30% d'usage en plus, ça s'accompagne sur des infrastructures adaptées. Et ça, il faut optimiser l'existant, il faut peut-être repenser l'existant et surtout avoir des usages adaptés parce que sinon ça crée beaucoup de frustration. Et le parking au moins 2 avec 3 portes battantes on va dire, traverser en vélo, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas pour un usager régulier. On peut passer. Et donc, le télétravail, mais ça a été abordé par Rabi, effectivement, le télétravail est une des conséquences aussi actuelles qui fait que ça va changer, avec une disparité de territoire, de profil, donc ça concerne que 40% des Français de toute manière au maximum. On peut passer, je voulais mettre cette actualité pour dire, voilà, du coup, la démarche, c'est une démarche qu'on va avoir besoin de travailler sur le long terme, donc avec une communication, une conduite de changement qui nécessite finalement d'avoir une réelle stratégie. Est-ce que je veux être un immobilier bas carbone? Est-ce que je veux être un immobilier qualité de vie au travail? Est-ce que je veux être tout ça en même temps? Enfin, ça du coup, amène à co-construire puisqu'on va intégrer des nouveautés et ces nouveautés, on va probablement peut-être faire des erreurs. On n'est pas parfait, mais la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut tester plein de choses avec des démarches d'innovation. Et une fois qu'on a réfléchi quand même à ce fonctionnement et cette stratégie, faut définir des objectifs. Aujourd'hui, je connais aucune foncière ou aucun propriétaire de bien qui dit mon objectif, c'est d'avoir 37% de cyclistes à horizon 2030. Quoi. On n'est vraiment pas dans cette réflexion, alors qu'aujourd'hui, encore une fois, l'usage est là et les réflexes habituels de dire je viens forcément par défaut en voiture, ça ne fonctionne plus pour plein de populations. Et les Gilets jaunes en ont témoigné, quoi. Ou les jeunes qui font aujourd'hui des marches dans la rue pour le climat, par exemple, vont vous le dire, ça me fait plus rêver. Donc, comment je change et j'accompagne? Donc, ça nécessite d'avoir des étapes assez mécaniques, de conseils classiques, avec, je l'ai déjà dit, mais des études d'accessibilité, des études de pratique, des analyses, des croisements demandés et la définition d'action avec des feuilles de route. On peut passer, et j'aurais fini. J'aurais légèrement débordé, désolé. Mais là, ça, c'est des exemples très concrets que je trouve assez marrants, mais vous avez l'accessibilité ou les enjeux associés, où souvent on met des critères de distance, mais si on met des critères de temps, ça change. Et j'ai beaucoup d'entreprises où on nous dit, mais moi, mon immeuble, demain, après le déménagement, il sera trop loin des transports, etc. Et quand on calcule et qu'on dit c'est 7 minutes à pied, 7 minutes à pied, d'ailleurs, c'est même pas ce que l'OMS nous dit de faire pour être en bonne santé, c'est 7 minutes, quoi. Donc effectivement, le trop loin, c'est impossible, je ne peux pas y aller à pied et irrationnel. Les aménagements, on le voit, ils sont peu adaptés souvent aux réels usages et on a des infrastructures vélo, par exemple, de qualité, etc., qui arrivent de plus en plus. Mais encore une fois, c'est souvent marginalisé parce qu'on nous dit, tiens, on va mettre le rack à vélo et c'est mis au dernier moment, celui qui voit les roues qui est peu utilisable, etc. Il faut amener des communications avec différents angles. Donc, j'en ai pris une volontairement polémique, mais globalement, voilà, faut être assez innovant dans la communication. Les nudges aident beaucoup et c'est ce qui fait, on va dire qu'on va toucher le maximum de personnes. Et là, il y a une démarche d'amélioration continue. J'ai pris le cas de la gare du Nord où il y avait des saturations de mobilité dans la gare parce que les gens ne savaient pas finalement si ça descendait, montait en termes d'escalier là, automatique, d'escalator. Et donc, du coup, ils ont mis un code couleur. Vert, ça descend, rouge, ça monte. Ou vert, on peut y aller, rouge, ça, on n'y va pas. Ça a fluidifié énormément. Ça ne coûte rien d'investissement. Et c'est un exemple concret de nudge qui permet, par exemple, finalement, de fluidifier et d'accepter un peu la mobilité qu'on a aujourd'hui de manière plus confortable. J'ai fini, je pense. Merci. Désolé, j'ai débordé de 3 minutes. Il n'y a pas de problème, on va essayer d'être plus efficace. Donc, sans perdre beaucoup trop de temps, on va donner la parole donc, à Clément Alteresco de Morning Coworking. Donc, Clément, est-ce que c'est… Là, vous m'entendez? Très bien. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Clément Alteresco, je suis le fondateur de Morning. Ça fait déjà une grosse dizaine d'années que je traîne mes guêtres dans ce marché du coworking. Donc voilà, c'est un sujet qui m'anime et le moment qu'on vit en ce moment me confirme dans beaucoup de mes convictions. Donc c'est très agréable aujourd'hui de partager un petit peu là où on en est. Donc chez Morning, avant tout notre envie, c'est de faire en sorte que les gens passent une bonne journée de travail. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment pensé et on s'est dit que c'était vraiment finalement la mission de la boîte. On fait ça à travers aujourd'hui 3 grandes activités. La création d'espaces de coworking, l'aménagement d'espaces et l'événementiel. Je vais me concentrer un peu plus sur le coworking aujourd'hui. Le coworking, vous connaissez tous, c'est
cet acteur qui se met aujourd'hui entre un monde de l'immobilier qui est à l'ancienne, a réussi quelque part à faire sa mue technologique, à sa mue d'usage et reste sur le classique BY 369 et n'a pas été en capacité d'offrir, on va dire, au client final une flexibilité, des services, une capacité d'adaptation. Et donc, le coworking, en fait, depuis 10 ans, vient prendre cette place et vient amener trois choses très importantes: de la flexibilité dans un monde qui auparavant n'en avait pas. Donc, je vous ai parlé du BY 369, mais c'est une évidence. L'entreprise aujourd'hui n'est plus en capacité de se projeter à 3 ans, à 6 ans et à 9 ans. Elle a besoin de réactivité et cette crise le montre bien. La deuxième chose qu'on apporte, c'est de la simplicité sur l'immobilier. C'est vrai que la plupart des entrepreneurs, des directeurs n'ont pas cette capacité de comprendre l'immobilier aussi finement que nous, et donc on leur apporte une solution clé en main, rapide, et ils peuvent se concentrer sur leur business, qui est bien plus important. Et enfin, quelque chose qui est vraiment essentiel, mais beaucoup plus diffus, beaucoup plus complexe à comprendre, c'est cette notion d'écosystème qu'on apporte en mettant ensemble des entreprises qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, notre capacité d'animer un écosystème d'entreprise, d'amener du contenu, de faire ensemble, de faire vivre ensemble et de croiser des expertises pour permettre aux entreprises de mieux grandir quand elles sont côte à côte. Et évidemment, ça, c'est très intéressant, surtout pour des petites et moyennes entreprises. Notre client classique aujourd'hui, c'est plutôt la boîte de 5 à 20 personnes. Mais on se rend compte de plus en plus que ça intéresse aussi les grands groupes. Et depuis 3-4 ans, les grands groupes se sont vraiment intéressés au coworking pour tous ces aspects de flexibilité, de simplicité et d'écosystème que je viens de décrire. Pour en venir un petit peu aux offres, aujourd'hui, on a deux grandes offres. On a l'espace de coworking et donc du bureau privatif, du bureau personnalisé. On en a 25 à Paris et à côté de Paris. Vous pouvez voir la petite carte de nos espaces. Donc, le bureau privatif, c'est un bureau qui va être, on va dire, de 5 à 20 personnes. Le bureau personnalisé, ça va plutôt être pour des PME ou plus grosses boîtes. Et là, on va venir personnaliser un étage exactement pour faire à façon et pour coller aux besoins de l'entreprise. Et slide suivant, ce qu'on a développé dernièrement et qui colle à un nouveau besoin, c'est le quartier général. Et je vais vous donner un exemple après. Le quartier général, c'est un espace qui est dédié à une entreprise. Et donc, il y a moins, évidemment, ou plus du tout même cette notion d'écosystème. On garde avant tout la notion de flexibilité et de simplicité. Et on amène un service vraiment customisé pour que l'entreprise n'ait pas à se prendre la tête avec ses bureaux, entre guillemets. Deux exemples clients, parce que c'est bien d'être concret. Vous connaissez sûrement cette belle startup française qui s'appelle Too Good To Go. C'est une startup qui a démarré chez nous avec 30 personnes à République, puis on l'a amené sur un bureau personnalisé dans un autre espace avec 70 postes. Et en 6 semaines, on a pris un nouvel espace, un quartier général dans le 18e, de 1500 m². Là, on a fait à façon l'espace en tenant le stylo avec eux. Et là, aujourd'hui, ils sont installés. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que derrière, eux aussi partagent leur espace et recréent un coworking dans leur bureau. Donc ça, c'est évidemment génial pour nous parce qu'on leur apporte aussi toute une dimension de conseil sur tous ces aspects-là et on les aide évidemment à remplir l'espace et à organiser l'espace. Donc ça, c'est l'exemple type pour nous d'une startup qui a finalement épousé notre modèle avec des différentes offres qu'on a pu leur offrir. Le deuxième exemple qui va être intéressant par rapport à la période qu'on vit, on travaille avec Nestlé sur leur nouveau siège qui est en face de l'Aquaboulevard à Métro Ballard. On a pris un étage dans leur siège qui fait 40 000 m². On a un étage de 5 000 m². Et donc là, on vient aider Nestlé quelque part à flexibiliser son espace. C'est complètement innovant pour un grand groupe comme ça de créer finalement de laisser un grand espace au sein de son siège de coworking avec des entreprises tiers qui ne sont pas du tout liées à Nestlé. On a véritablement créé un Morning Ballard dans le siège de Nestlé avec plein de boîtes qui cohabitent.
et qui finalement cohabitent aussi avec les salariés de Nestlé. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, je vois bien aujourd'hui toute la problématique qu'on est en train de vivre en discutant avec des directeurs immobiliers qui me disent, bon, avant déjà, on utilisait 60-70% de nos postes, nos espaces de travail. Maintenant, avec le Covid, le télétravail va encore plus se développer. On va passer sûrement à 30-40. On n'a absolument plus besoin d'un poste par personne. Donc, il y a toute la dynamique de flex, de postes non attitrés qui est en train de se mettre en place à peu près partout. Et donc, ça amène clairement toutes les boîtes à se dire, bon, finalement, avant, j'avais besoin d'un poste par personne. Maintenant, j'ai besoin de même pas un demi-poste par personne. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire de ces matières qu'elles vont libérer? Moi, je vois deux grandes solutions. Soit les réaménagent pour en faire des espaces de convivialité, de réunion, et justement, elles épousent tous ces nouveaux besoins et ce nouveau siège qui va se transformer pour accueillir ces nouveaux usages beaucoup plus collaboratifs. Soit elle veut réduire sa facture et typiquement, elle nous confie, c'est ce qu'on a vu avec Nestlé, c'est ce qu'on discute avec d'autres grands groupes, elle nous confie ces espaces pour en créer des colocations, des espaces de coworking pour venir valoriser ces espaces et essayer de faire baisser cette facture immobilière. Donc ça, c'est un exemple, je trouve, qui est assez symptomatique et qui va être intéressant pour nous en termes de cas clients à répéter avec d'autres grands groupes. Je voulais vous parler d'un sujet plus prospectif que je travaille en ce moment avec Nexity, qui est mon actionnaire majoritaire, mon partenaire en général et sur ce projet en particulier. On a évidemment conscience de ce télétravail qui s'est développé. Nous, on est à peu près persuadés que le fait de travailler à la maison n'est pas la panacée. On est content de bosser à la maison une demi-journée, quelques heures à la journée, mais c'est lassant, c'est dur, c'est éprouvant d'être seul, on n'a pas toujours les bonnes conditions. On est persuadé qu'il y a un nouveau marché qui va s'ouvrir du petit coworking de quartier, la boutique bureau. Donc, cet espace qui va être assez petit, peut-être 100, 200, 300 mètres carrés, et qui va accueillir des télétravailleurs qui n'ont pas envie de bosser chez eux, des freelances aussi qui n'ont pas envie de chez eux, qui n'ont pas le bon espace pour bosser. Donc, on croit beaucoup à ce petit bureau de quartier qui va, à mon avis, pousser en termes de marché dans les 5 prochaines années. Et donc, c'est un sujet qu'on regarde en ce moment et qui, je pense, est très en lien avec le sujet de Timothée sur la mobilité qu'on a discuté auparavant. Et enfin, je ne pouvais pas vous quitter sans vous parler de notre futur espace qui s'ouvre dans l'hôtel de la Marine à Concorde, sur la place de la Concorde, puisqu'on aura a priori entre mai et juin le plaisir d'ouvrir sûrement un des plus beaux espaces de coworking dans un bâtiment architectural magnifique. Voilà. Et pour moi, ça, c'est un peu le symbole d'une réussite d'un marché. On nous a confié un bâtiment magnifique. Le coworking s'installe finalement dans l'histoire. Et donc, voilà, c'est un petit clin d'œil pour finir ma présentation. Merci et à bientôt. Merci Clément. Donc je vous propose de passer la parole à Christophe de Adopte un bureau. Donc comme vous avez vu, en fait, nous avons aussi une approche multi-échelle. Donc nous avons parlé de la mobilité qui, elle, peut englober à l'échelle du parc, mais finalement aussi à l'échelle du site. Avec Clément, nous avons vu la question de l'aménagement et du coworking. Et là, on vous propose d'aller vraiment sur la question du mobilier lui-même et de l'aménagement intérieur, avec donc la proposition de Adopte un bureau avec Christophe. Je te laisse la parole. Merci Rabi et bonjour à tous. Donc, je suis le fondateur d'Adopte un bureau, une start-up que j'ai fondée il y a 5 ans. On peut passer au slide suivant, s'il te plaît, Rabi. Sur le constat, en gros, Adopte un bureau, si je devais l'écrire en une phrase, c'est vraiment des solutions d'aménagement dans une logique d'économie circulaire, où en fait, la deuxième vie du mobilier est systématiquement anticipée et prise en compte. Donc, si on passe au slide suivant, on sait tous qu'aujourd'hui, l'industrie immobilière, comme beaucoup d'autres, est dans des schémas linéaires. Et nous, le parti pris, si on peut aller sur la slide suivante, dès le départ, ça a été de se dire, en considérant le mobilier usagé comme un déchet, on rate une grosse partie de l'histoire et surtout, d'un point de vue économique, ça ne fait aucun sens. Donc, tout ce qu'on s'est attaché à faire,
ce qu'on va voir sur la slide suivante, c'est de mettre une logique circulaire autour de ce marché. Et tous nos business models, comme je disais, ont pour point commun de systématiquement garantir une deuxième vie au mobilier qu'on vend à nos clients. Sur le slide suivant, j'ai listé les différentes... donc ça, c'est notre ambition, c'est de se dire, notre mission, c'est si on arrive à doubler la durée de vie du mobilier, c'est tout simple, on divise par 2 la quantité de déchets. Et c'est notre partie du job à faire pour répondre à tous les défis environnementaux auxquels on fait face. Donc sur le slide suivant, j'ai listé nos 3 modèles, qui sont 3 solutions très flexibles, parce que justement, elles prennent en compte la deuxième vie. Et elles sont toutes possibles parce qu'on a créé au tout départ d'Adopt un bureau cette brique de mobilier reconditionné et qu'on a développé des capacités à racheter, reprendre, rénover et revendre le mobilier sur le marché de l'occasion. Donc on a 3 modèles que je vais détailler sur les slides suivants. Il y a le rachat garanti pour les gens qui souhaitent rester propriétaires de leur mobilier, le leasing responsable avec une garantie de reprise derrière et de remise sur le marché, et une logique d'abonnement qui est vraiment la plus flexible de toutes, où on passe sur une logique vraiment de pay-per-use et on paye par utilisateur et par mois. Je vais commencer par le rachat garanti. Donc, je l'ai illustré là sur un siège de Herman Miller, qui est un de nos partenaires, mais on l'applique sur tout type de mobilier et d'aménagement. Donc, par exemple, si on prend ce siège ergonomique, qui est un sujet clé en ce moment dans le télétravail, c'est un siège qui va vous coûter à l'achat sur des remises intéressantes à peu près 300 €. Nous, ce qu'on vous dit, c'est OK, si vous avez besoin de revendre tout ou partie de ce mobilier entre maintenant et dans 3 ans, ce siège-là, on s'engage à vous racheter 100 €. Si jamais vous nous en revendez tout ou partie entre 3 et 6 ans, on vous reprend ça 75 €, et entre 6 et 9 ans, 40 €. Ce qui fait qu'en fait, on vous aide à raisonner en termes de coût d'usage, puisque, in fine, vous récupérez la valeur résiduelle du mobilier. Et les coûts, dans cet exemple, les économies que vous faites sur le coût d'usage sont assez significatifs, puisque vous faites entre 15% d'économies à 9 ans et 35% d'économies entre 0 et 3 ans. Par rapport au senior habituel, vous avez du mobilier, vous ne savez pas quoi en faire, et dans un certain nombre de cas, vous vous retrouvez à payer des prestataires pour le mettre à la veille. Ce modèle, si tu peux passer sur la slide suivante, a 4 avantages. Donc, les avantages de coût, on en a parlé sur le coût d'usage, on raisonne différemment. On est dans une démarche zéro déchet parce que pendant 9 ans, vous avez la garantie que tout votre mobilier connaîtra une deuxième vie. Et si vous le gardez plus de 9 ans, quelque part, on a gagné notre... Déjà, on vous le rachètera probablement, ça sort de notre achat garanti, mais on vous le rachètera probablement encore. Mais au-delà de ça, on vous a accompagné à faire le choix d'acheter des choses de bonne qualité qui vous auront duré très longtemps et donc qui seront quelque part rentabilisées chez vous. Ce modèle offre aussi une maîtrise totale des coûts, puisqu'il n'y a aucun coût caché. Le SAV est compris sur toute la durée d'engagement de 9 ans, les enlèvements sont inclus, il n'y a vraiment aucun coût caché. Et enfin, surtout, et c'est le point aujourd'hui, ça vous offre une énorme flexibilité de faire évoluer vos espaces en fonction de vos besoins. Et c'est un point clé aujourd'hui, puisque beaucoup d'entreprises, des fois, ont une logique de budget, et du coup, elles subissent un aménagement pendant 3, 4, 5, 6 ans en attendant d'avoir un nouveau budget. Là, l'idée, c'est qu'à tout moment, vous pouvez faire évoluer des zones qui ne fonctionnent plus ou qui ne sont plus appropriées, récupérer de l'argent pour l'investir dans de nouveaux espaces. Donc ça, c'est le premier modèle de rachat garanti. On va passer maintenant au deuxième modèle, qui est le leasing responsable. Je l'ai illustré également sur le même siège, mais encore une fois, c'est valable sur un aménagement complet. L'intérêt, donc le leasing responsable, le leasing, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. On l'appelle responsable parce que systématiquement, à la fin des 5 ans en général d'engagement en termes de leasing, soit vous avez une option de rachat qui vous permet de devenir propriétaire. Et là encore, on vous accompagne dans le choix de mobilier de qualité puisqu'on source uniquement du mobilier de qualité et durable et garanti longtemps. Et dans le cas où vous souhaiteriez le renouveler ou faire évoluer une partie du parc, eh ben, on s'engage à venir vous le récupérer gratuitement dans vos locaux à nos frais. Et l'intérêt du leasing en termes de flexibilité mentale, là on va parler d'un autre sujet, c'est qu'on raisonne différemment. On prend un siège ergonomique, on se dit ok, ça coûte 5 € par mois. Quand on va sur la slide suivante, 5 € par mois, c'est un café par semaine. Pour un café par semaine, vous pouvez rendre vos salariés plus productifs, vous créez du bien-être au travail, vous pouvez les mobiliser, vous pouvez leur montrer que vous prenez soin d'eux.
En fait, ce que je trouve intéressant dans le leasing, c'est qu'on arrive à souvent sortir des discussions assez non productives avec certains clients qui vont raisonner en bah, « j'ai tant de budget, je ne veux pas investir 1 euro de plus ». Mais en fait, quand on y réfléchit bien, est-ce que vous préférez… est-ce que pour un café par semaine, si vous les rendez 5% plus productifs parce qu'ils sont mieux assis, ils sont mieux considérés, ils sont plus épanouis et plus productifs, est-ce que finalement, vous n'avez pas un ROI qui est intéressant à aller chercher derrière? Et l'autre illustration qu'on donne, si tu peux aller au slide suivant, c'est on parle moins d'un ticket restaurant par mois. Tous les employeurs, moi le premier, on verse à peu près 20 tickets restaurant par mois à nos employés, on ne se pose pas la question de son coût. Là, ce qu'on se dit, c'est que pour un ticket restaurant de plus, vous pouvez rendre vos employés plus productifs et vous leur apporter un service et une attention qui sont, je pense, bien supérieures à celles d'un ticket restaurant supplémentaire. Donc ça, c'est pour la partie leasing responsable. Et enfin, le dernier modèle, qui justement est né il y a un peu plus d'1 an avant le confinement, c'est une logique d'abonnement, où là, au lieu de passer par un financeur comme par le leasing, c'est adopte un bureau qui reste propriétaire du mobilier. Et ça permet de vous facturer en fait un prix par utilisateur et par mois. Et toujours dans une logique d'économie circulaire, le jour où vous n'en avez plus besoin, on vient le récupérer et on le remet sur le marché de l'occasion. Le fait, en fait, dans notre modèle d'économie circulaire, de combiner à la fois le neuf et l'occasion, ça nous permet de réfléchir aussi à 2 vies. C'est ce qui nous permet de créer ces modèles différents. On ne va pas essayer, comme un distributeur classique, de rentabiliser notre produit sur une seule vie. On va réfléchir à minimum 2 vies dans le cadre de l'abonnement, plus que ça. Ce qui nous permet du coup d'offrir des prestations qui n'existent pas sur le marché. Si on peut aller sur la slide suivante pour l'illustrer. En fait, j'ai 2 illustrations à vous partager. Une qui est d'ailleurs avec Morning, puisqu'on travaille avec Morning sur pas mal de projets et sur certains clients qui ont des besoins de mobilier spécifiques. Comme Morning ne sait pas combien de temps, et c'est la clé de leur succès, de leur offre, leurs utilisateurs vont rester, ils n'ont pas forcément un intérêt à investir dans du mobilier différent de leur mobilier standard. Mais pour autant, il faut bien qu'ils trouvent une solution pour leurs clients qui auraient des besoins spécifiques. Et dans ce cas de figure, on peut travailler en marque blanche avec des acteurs comme Morning ou avec des grands groupes ou des entreprises classiques pour fournir en marque blanche justement un système de location que l'entreprise peut derrière ensuite refacturer comme un service à ses clients. L'autre illustration que vous avez ici, c'est dans le cadre du télétravail, puisqu'on a déployé cette solution aussi pour le télétravail, où l'idée, c'est de dire on s'occupe de tout pour vos employés, puisqu'on a bien vu que l'immobilier est devenu complètement éclaté. Comment on fait pour les équiper de manière saine et smart chez eux pour qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions sans avoir forcément à la fois un gros budget d'investissement, ni forcément le casse-tête à gérer de se dire j'ai 10 000 actifs répartis dans 10 000 domiciles différents chez les employés. C'est un casse-tête en compta à gérer pour pouvoir justement justifier d'où sont les actifs. Là, ce qu'on propose, c'est un système d'abonnement. Donc, l'engagement est beaucoup plus réduit que le leasing puisque ça commence à partir de 6 mois. Et en gros, pour un prix par utilisateur par mois, on s'occupe de tout. On livre vos emplois à leur domicile et on vient récupérer le siège ergonomique ou d'autres types de mobilier quand ils n'en ont plus besoin, si les conditions sanitaires évoluent. Donc voilà les 3 modèles qu'on a mis en place. On peut passer sur ce slide du coup, Rabi, pour aller à la suite. Tu peux aller encore un slide plus loin, s'il te plaît. Et pour finir, je voulais juste vous présenter rapidement qui on est, parce que ça fait écho à ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. En fait, Adopte un bureau, si on va sur le slide suivant, et notre atelier de rénovation, et à la PADAF. La PADAF, c'est un espace, c'est un tiers-lieu, un de ces tiers-lieux qu'on a décrit, qui est assez nouveau dans le sens où c'est un énorme dépôt qui est partagé par une centaine de structures de l'économie à impact positif. Et donc, il y a toutes les interactions, les synergies dont parlait Clément, puisqu'on trouve sur place plein de partenaires qui ont des logiques et des intérêts qui sont complètement alignés avec les nôtres. On travaillait par exemple un moment sur la montée en compétence sur la tapisserie. Il y a une entreprise qui fabrique des canapés qui nous a aidés. On avait besoin de fabriquer du mobilier spécifique pour la rénovation. C'est un acteur sur place qui nous l'a construit. Donc voilà, juste pour faire écho sur ce tiers-lieu, on est à ce niveau-là. Si on va sur la slide d'après, donc
voilà, le gros enjeu aussi de ce qu'on fait, qui est de Remade in France, une fois que le mobilier neuf nous revient, c'est qu'on crée des emplois locaux durables et on réindustrialise quelque part des activités en France. Aujourd'hui, on travaille avec 3 personnes, dont 2 qui ont été embauchées en CDI et qui sont toutes issues en fait, des filières de l'insertion, que ce soit via des partenaires comme ARES ou comme Ardor. Si tu peux suivre, voilà, en quelques chiffres, Adopte un bureau, c'est 5 années d'existence, plus de 150 tonnes de mobilier sauvé grâce au remploi, 8 emplois directs et entre 4 et 5 emplois indirects chez nos partenaires. Il manque un 0 là tout en bas à gauche, mais c'est 1200 maintenant mètres carrés de stockage et d'atelier à Antony. 2 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. Et on est dans une logique également d'entreprise libérée, où on va reverser en fait 30% des bénéfices à nos équipes via différents modèles. Et c'est le dernier message sur lequel je voulais vous quitter, qui est sur la slide suivante. En fait, pour moi, on travaille, nous en tout cas, à 2 révolutions. Il y a une révolution qui est environnementale, à laquelle on est tous sensibles et dont on a tous pris conscience. Pour moi, il y a une révolution également sociale dans la manière dont on fait tourner et dont on gère les entreprises. Et tout le monde a eu des expériences dans des entreprises, on va dire classiques, d'une organisation qui peut être démotivante, qui peut être parfois perçue comme injuste, en tout cas qui n'est pas du tout transparente. Et donc notre parti pris, du coup, dans cette logique d'entreprise libérée et opale, on a un système d'information transparente où tout le monde connaît les salaires de chacun, avec des mécanismes d'évolution et d'auto-évaluation pour que les gens prennent en main leur propre évolution. Il y a des primes collectives de 30% que j'avais évoquées. Une organisation horizontale où chacun définit ses propres objectifs et a toute latitude pour faire tous les investissements nécessaires pour y arriver. Donc voilà un petit peu le message que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a 2 révolutions et je sors 2 minutes du discours de ce webinaire. Et pour moi, il y a 2 révolutions à mener. Et la révolution sociale est plus récente, entre guillemets, mais elle est vraiment pertinente et elle permet de créer des entreprises saines et extrêmement pérennes, puisque c'est des organisations où les gens sont très impliqués et restent très longtemps. Voilà, c'était pour finir un petit peu sur notre philosophie et une autre façon dans laquelle on se différencie un peu des acteurs en place. Merci beaucoup, Christophe. Finalement, on a essayé de respecter le temps, c'est un peu compliqué. Donc, juste en conclusion, nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer quels sont les bénéfices d'une stratégie hybride et de vraiment lier l'agilité, aujourd'hui la flexibilité des entreprises à cette notion d'hybridation des lieux. Les 2 vont ensemble et pour nous, le point fort de la stratégie hybride, c'est de vous donner ces clés de flexibilité, d'agilité, que ce soit sur des sujets liés au mobilier, à vos espaces immobiliers, mais aussi à la mobilité, pour pouvoir mettre ça en place. Nos invités vous en proposez, vous en présentez des offres qui paraissent assez intéressantes. Bien sûr, on voudrait revenir aussi sur le fait que chez ARPAS France, nous sommes en capacité de vous accompagner tout au long de cette démarche de construction, d'élaboration, d'expérimentation, de déploiement et de réévaluation, notamment à travers ce conseil un peu ensemblier. On a la capacité à aller chercher les prestataires, les solutions, les startups aujourd'hui qui travaillent là-dessus, une vision toujours très globale et bien sûr vous accompagner dans la gestion de vos projets, dans le design, la programmation, dans le workplace, digital workplace et également sur des sujets liés à l'exploitation et la maintenance. Nous avons reçu quelques questions, donc il est midi 12. On va peut-être sélectionner quelques questions. Donc, je ne sais pas la première question que je peux prendre. Celle que je vois, c'est de Mina Vendôme. Bonjour, avez-vous lu l'étude concernant les futurs managers? Ok. Je vais lire la question. Comment les futurs managers voient leurs espaces de travail à la sortie de l'école, réalisés par la chaire Workplace Management de l'ESSEC, publiée cette semaine? Les résultats montrent l'inverse des tendances que vous affichez. En ce qui concerne le flex et le télétravail, entre autres, 87% souhaitent des postes de travail attribués, 38% pour le bureau individuel fermé. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Moi, je peux me permettre déjà d'apporter un élément de réponse.
en fait, moi, je suis plus modéré sur le fait que je ne pense pas qu'il y ait une réelle contradiction par rapport. Je n'ai pas lu l'étude déjà, peut-être c'est la première réponse. Donc, il faut peut-être voir en détail les informations. Mais pour autant, justement, nous, ce qu'on affiche, c'est ça, c'est que le télétravail et cette notion de flexibilité, elle a ses limites. Et pour pouvoir répondre à ces limites-là, la stratégie hybride, pour nous, est une bonne réponse. Aller vers du zéro bureau ne me paraît pas être une réponse pertinente. Et l'hybridation des espaces avec la capacité de donner à des bureaux individuels à ceux qui en ont encore besoin et qui ont besoin peut-être du temps aussi pour évoluer dans leur conception et dans leurs besoins eux-mêmes, permet de répondre. Donc, il faudrait qu'on lise peut-être les infos, mais je ne vois pas tant l'inversion tendance, ou en tout cas la contradiction. D'autres questions? Il y avait la question sur, là je vois. Abdi, je me permets d'intervenir. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une question à laquelle il y a eu déjà une réponse formulée dans le chat, qui était une question pour Morning. Comment cela fonctionne d'un point de vue des baux, bail complémentaire à celui de Nestlé par exemple, avec Nestlé qui du coup loue moins et prend un contrat de service qui est plus flexible. Vous avez apporté une réponse, mais je pense que c'est un élément qui intéresse beaucoup les participants. Donc, je vous propose de peut-être prendre quelques minutes pour apporter une réponse complémentaire, Clément. Avec plaisir. Effectivement, déjà, il y a plusieurs modèles. Je crois que depuis 8 ans, j'ai signé plus de 55 baux différents avec des modèles fixes, variables, de durée très différentes. Celui de Nestlé, c'est un bail de sous-location avec une partie qui est aussi variable sur le succès du coworking. On est aussi capable de faire du contrat de prestation de service ou du contrat de management selon les cas et selon en fait, la stratégie du locataire ou du propriétaire. En fait, on est très agile sur notre capacité à contractualiser. Après, sur les loyers, c'est une très bonne question et ça va évidemment dépendre du marché. Si typiquement on nous confie un espace plein centre de Paris, on sera capable plus facilement d'assurer des loyers de marché et de, entre guillemets, récupérer une grande part du loyer perdu par le locataire. Si on prenait l'exemple d'une boîte qui avait besoin de libérer 30% de sa surface au centre de Paris, évidemment, ce serait beaucoup plus compliqué à Saint-Denis de faire la même chose. Donc, en fait, voilà, chaque cas est très, très spécifique. Et après, je ne rentre pas dans les détails sur l'aménagement et sur la configuration même de l'espace. Évidemment, chaque cas vraiment s'analyse. On a une grande expérience sur ces sujets. Donc voilà, on prend tous les cas et puis on essaie de voir quelle est la valeur qu'on peut amener. Merci Clément. Je propose de prendre une dernière question qui s'adresse plutôt Adopte un bureau. Il y a deux questions. C'est est-ce que vous êtes propriétaire du mobilier loué, qui est une première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous proposez un rapport d'impact RSE à vos clients pour valoriser la circularité de votre fonctionnement? Alors, du coup… Une troisième question, Christophe, c'est parce qu'en plus, elle est en complément, c'est toi qui pourras répondre, c'est sur vos collaborations avec Morning. Oui, tout à fait. On travaille avec Morning on a travaillé avec Morning sur l'ensemble des 3 solutions. C'est-à-dire qu'on a commencé avec eux avec une logique de mobilier reconditionné, puisque Morning a un gros push depuis 2 ans sur devenir vraiment des espaces de coworking le plus engagé possible en termes de développement durable. On les équipe également en siège de travail avec notre modèle de rachat garanti qui leur permet, le jour où c'est pertinent, de pouvoir avoir une sortie. Et comme je le disais, on a fait du leasing également avec eux quand c'était un sujet. En termes de trésorerie, que c'était quelque chose d'important avant le rachat, avant une partie du rachat par Nexity. Et on travaille également sur l'abonnement. Donc en fait, Morning, c'est un très bon exemple de toutes nos solutions puisqu'on les a tous testés avec eux à un moment ou à un autre. Très bien. C'est pour la première question. Donc dans le modèle de l'abonnement, effectivement, nous sommes propriétaires du mobilier. C'est tout l'enjeu. Et c'est là où ça boucle la boucle avec notre… ce qui est intéressant, c'est le dernier modèle qu'on a lancé.
Et il est vraiment, c'est une mise en cohérence totale avec ce qu'on fait depuis le début, puisque en étant propriétaire du mobilier, on a encore plus intérêt à choisir du mobilier durable, de qualité, qui va durer longtemps. Dans le cas du leasing, nous ne sommes pas propriétaires, c'est le financeur qui devient propriétaire le temps du leasing. Après, nous en récupérons la propriété en fin de leasing, mais pendant toute cette période de leasing, nous ne sommes pas propriétaires. Mais sur le dernier modèle proposé, effectivement, nous sommes bien propriétaires du mobilier. Et je trouve que c'est intéressant aussi en termes de logique et d'alignement. Sur la partie RSE, jusqu'à présent, on a plutôt favorisé l'action, on va dire, c'est-à-dire qu'on a vraiment réfléchi à trouver des modèles économiques les plus pertinents possibles. On n'a pas encore passé trop de temps à la formalisation de notre impact, parce qu'on sait entre guillemets notre impact, mais c'est un sujet sur lequel on se penche. Donc, j'ai laissé en message mes coordonnées, c'est christophe@adopteunbureau.com. Si jamais vous êtes intéressé et vous voulez qu'on travaille ensemble à la construction d'un rapport RSE qui mettrait en avant l'impact de manière plus chiffrée, et j'entends que c'est un point important en termes de RSE, je serais ravi d'entamer la discussion avec vous. Mon micro est coupé, donc je regarde est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur l'impact? Non, ça on l'a dit. Rabi, je propose qu'on cesse la session de questions-réponses. On a je les questions, moi. Questions. Il est 12h20, donc on a un peu dépassé le temps qu'on se donne pour être ensemble normalement pour ces webinaires. Moi, je remercie vivement nos invités et Rabi pour la présentation que nous avons eue. Je souhaite à chacun et chacune une excellente fin de journée, d'excellentes fêtes de fin d'année, qu'elles soient les plus agréables possibles malgré le contexte très particulier. Et on aura plaisir à vous retrouver tous en 2021 pour de nouveaux webinaires sur les sujets qui nous occupent et pour lesquels on a à cœur de les partager avec vous. Merci à tous, bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.